Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 18 décembre 2023. On commence directement le show avec le Judgment Day qui font leur entrée. C'est une édition spéciale de Raw, une édition Noël. Donc on a Judgment Day qui font leur entrée. Ils vont faire une petite promo. Ils vont parler des Creed Brothers puisqu'ils défendront leur titre par équipe face aux Creed Brothers ce soir. Jusqu'au moment où R-Truth va les interrompre. R-Truth, on est toujours dans cette histoire-là où il fait comprendre qu'il fait partie du Judgment Day. C'est très drôle. C'est toujours un petit peu les mêmes blagues de R-Truth où il est un petit peu perdu, il croit qu'il participe au Royal Rumble alors qu'il est pas dans le Royal Rumble, il croit que c'est un Money in the Bank alors que c'est pas un Money in the Bank qu'il a dans le match. Enfin bref, c'est toujours les petites blagues de R-Truth qui sont très très drôles, ça fait plaisir de le voir de retour. Et là, il pense qu'il fait partie du Judgment Day, et comme Damian Priest, il veut voir JD McDonagh en dehors du Judgment Day. On avait déjà un Street Fight match qui avait été annoncé entre les deux, donc ça va suivre juste après, on aura JD McDonagh qui va affronter R-Truth, sauf que JD McDonagh, lui, il est vraiment en altercation avec R-Truth, et il va directement rajouter une stipulation à ce match-là qui a déjà une stipulation puisque c'est un Street Fight match. Et il va dire celui qui perd ce match-là devra quitter le Judgment Day pour de bon, même si R-Truth il n'est pas dans le Judgment Day. Si tu perds ce match-là, tu dégages. Et pareil pour JD McDonagh. Donc on a eu le match qui était très sympa et qui a duré pas mal de temps. Il a duré plus ou moins 10 minutes. Tous les matchs de ce Raw, on a eu pas mal de matchs déjà. Et tous les matchs ont eu des durées plutôt bien, je dirais. À part un match qui est un petit peu plus court, mais ça c'est logique. Mais à part ça, on est vraiment que des bons matchs. C'est vraiment un petit Raw pour souffler avec que des bons matchs, donc tant mieux. Et là, ce match-là, il était très très bien. R-Truth, ça fait plaisir. Et même à son âge, je crois qu'il a 51 ans, si je dis pas de bêtises. Il est toujours en pleine forme dans le ring. C'est vraiment très très bien pour lui. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, R-Truth va réussir à pousser JD McDonagh à travers la table, ce qui va passer avec lui et il va rester sur lui et il va remporter le match sans s'en rendre compte. Donc victoire de R-Truth. Et comme JD McDonagh l'a dit plus tôt, il va devoir quitter le Judgment Day. Je vous rassure, plus tard en backstage, on aura Damian Priest qui va dire que évidemment tu restes dans le Judgment Day. C'est pas ce genre de stipulation qui va te faire quitter le Judgment Day. Donc JD McDonagh reste bien dans le Judgment Day et bien heureusement parce que si c'était vraiment la vérité et qu'il aurait vraiment dû quitter le Judgment Day, ça aurait été très décevant de jouer là-dessus sur un truc comique pour rendre le truc sérieux. Ça aurait été un petit peu dommage parce que j'aime beaucoup ce qui se passe avec R-Truth, mais il faut pas que ça dure non plus pendant des mois et des mois. Ça rendrait le groupe JD McDonagh qui est un groupe très sérieux, assez ridicule. Mais là, ça va pour l'instant, ça reste très sympa, ça reste très drôle et puis ça nous a donné un match en plus, donc tant mieux. Juste après, on a enchaîné avec un face-à-face entre Becky Lynch et Nia Jax. C'était pas réellement un face-à-face parce que c'était assez écarté finalement. Mais elles se sont racontées quasi la même chose que la semaine dernière. C'est pour ça que ça m'a un petit peu dérangé ce segment-là. En gros, Becky Lynch, elle va répondre à Nia Jax par rapport à ce qu'elle a dit la semaine dernière. En gros, Becky Lynch, elle est rien sur Nia Jax parce que c'est grâce au coup de poing de Nia Jax que Becky Lynch, elle est devenue populaire, etc. Becky Lynch, elle va retourner un petit peu la phrase dans son sens en disant quasi la même chose. En gros, c'est grâce à la popularité de Becky Lynch que Nia Jax, elle a été populaire parce qu'elle l'a frappé avec son poing. Enfin bref, c'était pas très très intéressant ce que Becky Lynch raconte à ce moment-là. Mais par contre, Nia Jax, ça va terminer en disant que elle va continuer de faire mal à Becky Lynch comme elle a pu le faire en 2018. Et qu'un jour, quand Becky Lynch va se réveiller un matin, sa fille, elle va trouver que Becky Lynch, elle est moche, puisqu'elle est encore plus moche avec son visage tout déformé. J'ai trouvé ça sympa en vrai, ça a donné un petit peu plus de pétillant, on va dire, dans la feud. Et à ce moment-là, Becky Lynch est partie vers Nia Jax, elles se sont battues tout simplement. Et puis ça s'est terminé comme ça. On aura un match entre les deux dans la première édition de Raw cette année. Donc le premier show de 2024, ce sera le 1er janvier 2024. Raw Day One, ça fait plaisir d'avoir des shows comme ça, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos. Et on aura du coup ce match-là une fois pour toutes pour en terminer. Peut-être que ça continuera jusqu'au Royal Rumble. D'ailleurs, Nia Jax qui s'annonce pour le Royal Rumble. Je sais pas trop quoi en penser, en espérant qu'elle reste pas très très longtemps. Mais en tout cas, hâte de voir ce match-là, ça peut être sympa quand même. On n'a pas eu vraiment de réel un contrat entre Becky Lynch et Nia Jax, donc je demande à voir. Mais pour l'instant, c'est pas la feud qui m'intéresse le plus. Entre temps, en backstage, on a Kofi Kingston qui est déguisé en Père Noël, qui va croiser DIY. Je vais vous parler de ce segment-là très rapidement pour une chose précise, mais faut que je passe par les petits détails. On a Kofi Kingston qui veut demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils veulent comme cadeau de Noël pour leur offrir. Et il va donner un t-shirt de Jey Uso, un t-shirt kit à Johnny Gargano. Et Johnny Gargano, il va lui répondre que ça lui fait plaisir qu'il donne ce t-shirt-là parce que son fils est très fan de Jey Uso. Et j'ai été voir la vidéo sur Twitter où Johnny Gargano il filme son fils pour un film song de Jey Uso. C'était très très drôle et très très mignon. Mais je vous parle de ça tout simplement parce qu'après on a le Miz qui débarque. Et Johnny Gargano et le Miz vont s'expliquer en disant que ils ont peut-être pu avoir des différends par le passé, mais maintenant tout est arrangé. Parce que oui, il faut rester dans la cohérence. Et Triple H, je le fais très bien à chaque fois et je fais que le répéter. À chaque fois qu'il y a un petit truc incohérent et qui se passe après quelques années, là où Vince McMahon ne le faisait pas, bah, Triple H, il arrange directement les choses, quoi. Il rend le truc bien plus cohérent directement. Avec par exemple le Miz et Johnny Gargano qui
qui s'explique par rapport à tout ça, alors que ça date d'il y a à peine un an, l'époque où ils étaient en rivalité. Et pareil pour Tommaso Ciampa, ça date d'il y a encore moins d'un an, là où ils se sont affrontés il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en juin, juillet, je dirais. Donc tout est arrangé entre eux et on enchaîne directement avec le match pour le titre intercontinental. Le Miz qui affronte Gunther. Il y a un truc qui est spécial par rapport à ce match-là. Gunther l'avait déjà précisé la semaine dernière. Si le Miz perd ce match-là, ce sera sa dernière chance. Dans tous les cas, c'est la dernière chance du Miz pour le titre intercontinental tant que Gunther est champion. Et le match était juste excellent. Déjà, le match de Survivor Series était très très bien. Mais celui-là, il était vraiment super bien. 21 minutes de match. C'était vraiment le match le plus long de la soirée. Et ils ont donné du temps à un match de ce calibre-là. Et tant mieux d'ailleurs. Gunther qui brille à fond dans ce genre de match. Et pareil pour le Miz. À la fin, j'ai cru à la victoire du Miz. Il arrive comme ça directement avec son Skull Crushing Finally. Je me suis dit, c'est la fin. C'est le moment où Gunther perd son titre dans un Raw random. Ce sera un petit peu dommage. Mais finalement, non. Gunther, il arrive à se relever comme d'habitude. Directement après ça, il va mettre une grosse powerbomb. Il va enchaîner avec un Rainmaker. Et Rainmaker, c'est très important et on en reparlera juste après. Et ensuite, il enchaîne avec un powerbomb. Victoire de Gunther qui remporte le match, qui conserve son titre intercontinental. D'ailleurs, après le match, backstage, il va faire comprendre à Giovanni Vinci et à Ludwig Kaiser qu'il va prendre un petit peu du temps pour lui, il va s'écarter de toutes ces histoires, et il en a un petit peu marre de Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Ça se comprend, mais encore une fois, j'espère que le groupe va pas se séparer tout de suite. Mais du coup, le Rainmaker, c'est important de le préciser, parce que en vrai, le Rainmaker, c'est rare de le voir utiliser à la WWE. Bon, ça reste juste un ripcord de l'Ariat, c'est juste un move très très simple, mais c'est le finisher de Kazuchika Okada, et ça peut être intéressant. On a Seth Rollins qui en a fait un contre Shinsuke, je crois, du côté de Payback il y a quelques mois. Là, on a Gunther qui quasi remporte le match avec le Rainmaker, alors que c'est pas du tout un move qu'il a l'habitude de faire, même s'il fait beaucoup de close line, il fait jamais de Rainmaker tout simplement. Donc, attention les petites refs, elles commencent peut-être à devenir réalité, et je l'espère en tout cas. Et si on peut avoir un Gunther contre Okada du côté de WrestleMania, peu importe, moi je kifferais totalement. On arrive bientôt à la fin du contrat d'Okada, je vais pas me faire des films non plus, mais si ça arrive, ce serait vraiment une très belle réussite pour la WWE, et tant mieux pour eux. D'ailleurs, en parlant de Shinsuke, on enchaîne directement. On a Shinsuke qui est en backstage qui va raconter une petite histoire de Noël, l'American Nightmare avant Noël. C'est assez sympa, il va faire 2-3 petites rimes en petites chansons, où il va dire notamment que le papa de Cody Rhodes il était consanguin. Je sais pas s'il avait le droit de dire ça. Mais à ce moment-là, on a Cody Rhodes qui va l'attaquer. Ça va partir très très loin. Ils vont s'attaquer jusque dans l'arène alors qu'il était en backstage, etc. Le public. Les agents de sécurité vont les séparer. Donc la feud monte en intensité, mais pour l'instant on n'a pas d'autre match qui a été annoncé, en espérant que ça arrive très vite par la suite, parce que je pense que un match comme ça, de ce calibre-là à Raw Day One, ça pourrait être très très sympa. Un match en plus, parce qu'on a déjà pas mal de matchs qui ont été annoncés. Plus tard on en aura d'autres aussi qui vont être annoncés. Mais j'espère qu'ils vont s'affronter très prochainement, au moins avant le Royal Rumble. Peut-être que Shinsuke sera du passage du côté du Royal Rumble, j'en sais rien, et on en parlera dans mes pronostics du Royal Rumble. On ne sait pas tout de suite, c'est à la fin du mois, enfin à la fin du mois de janvier du coup. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Shinsuke et Cody, il faut le faire au plus vite parce qu'on n'a pas non plus 30 ans avant la route vers WrestleMania, et Cody va devoir très très vite passer sur un autre programme, en l'occurrence le gros programme face à Roman Reigns, j'imagine qu'il va affronter Roman Reigns à WrestleMania. Enfin bref, juste après on enchaîne avec un autre match de championnat, Kaden Carter et Katana Chance qui avaient remporté leur opportunité. C'était pas une vraie opportunité qu'ils avaient remportée, mais elles étaient tout le temps là à faire des victoires face à toutes les équipes, donc forcément elles se devaient d'avoir un match un match de championnat. Et là du coup c'est le moment, ils affrontent les championnes par équipe, Chelsea Green et Piper Niven, qui sont de très bonnes championnes par équipe je trouve. Et le match était très très sympa, 10 minutes de match, c'était un petit peu court mais ça restait quand même très très bien. Victoire de Katana Chance et Kaden Carter, et c'est très très bien pour elles, elles deviennent championnes par équipe. C'est deux excellentes catcheuses et elles s'en sortent très très bien en équipe. Je pense que c'était une très grosse réussite de les avoir mis en équipe. Je pense qu'en solo ça aurait été plus compliqué pour elles. Mais par contre elles ont une gimmick assez compliquée. Ce genre de gimmick là c'est compliqué parce que t'as deux trucs, ça t'alourdit la tâche. Déjà premièrement il faut la rendre over à travers le public. Je prends l'exemple de Bayley par exemple qui avait au départ une gimmick plutôt similaire, une gimmick un petit peu enfantine. Elle a réussi à la rendre très très over, et ça c'était pas un problème pour Bayley parce que c'était la catcheuse la plus over à l'époque quand on avait cette gimmick là. Mais par contre la faire durer dans le temps, ça c'est plus compliqué. Et là où c'est compliqué pour Kaden Carter et Katana Chance, c'est que leur gimmick pour l'instant elle est pas très très over, même si elles sont très très appréciées par le public et que ça fonctionne très très bien. Je pense qu'elles vont avoir du mal à la rendre aussi over que par exemple Bayley, même si c'est pas forcément le but. Et par la suite il va falloir faire durer ça dans le temps. Donc j'espère que ça va bien fonctionner pour Kaden Carter et Katana Chance, ça va durer leur équipe. Mais je pense que si à un moment donné on voit que ça fonctionne plus trop, va falloir un petit peu changer leur gimmick.
les rendre un petit peu plus dark, un petit peu comme Tia Hale du côté d'NXT qui était vraiment dans cette gimmick avec le Chase University, maintenant qui est un petit peu plus dark, et ça fonctionne très très bien. Pareil pour Sky Blue, je dirais, du côté de Elite Wrestling, même si c'est un autre cas, un cas très très différent. Je pense qu'il y a des choses à faire avec Katana Chance et Kaden Carter, très difficile à dire, mais en tout cas, je suis très content qu'elle soit championne par équipe. Juste après, on a enchaîné avec un autre match, mais celui-là, c'était le match le plus court de la soirée. Ivar qui a affronté Akira Tozawa. Donc, c'était un match très court, 4 minutes, c'était pas très très long, mais ça reste quand même bien plus long que les autres matchs d'Akira Tozawa qu'on a l'habitude de voir à la WWE. C'était sympa parce que j'aime beaucoup les deux catcheurs individuellement, que ce soit Ivar ou Akira Tozawa, j'aime beaucoup ces catcheurs-là. Et dans le ring, ils produisent des choses super bien. D'ailleurs, j'attends toujours le match entre Ivar et Gunther. Je pense que ce serait bien d'en avoir un juste avant la fin de l'année. Je pense pas que ce sera le cas parce on a Gunther qui est très chargé et on arrive très 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 vite au Royal Rumble. Mais j'aurais bien aimé avoir un match entre Ivar et Gunther juste pour estimer un petit peu la valeur de Ivar en tant que catcheur solo. Là, on a eu beaucoup de matchs face à Bronson Reed qui était vraiment excellent et très réussi. Mais j'aimerais bien voir évaluer évaluer le niveau tout simplement de Ivar face à un gros catcheur comme Gunther qui réussit tout sur son passage. Je pense que ça aurait pu être très très bien. Mais en tout cas, victoire de Ivar qui remporte ce match-là. Et je pense pas qu'il y aura une continuité à cette histoire-là entre Akira Tozawa et Ivar. À part si Eric Rowan, j'allais dire. Eric, le partenaire d'Ivar, revient plus vite et qu'on a un truc encore une fois qui relance entre Alpha Academy et les Viking Raiders, bien moi ça m'étonnerait. Ensuite, Seth Rollins a fait son entrée. Il nous a dit qu'on arrive à la fin de 2023 et pour l'instant 2023 était excellent. On l'a encore vu la semaine dernière avec la fameuse confrontation entre Seth Rollins et CM Punk. Il est le champion, le meilleur champion de la compagnie. Bon, il le répète toujours et il s'estime au-dessus de Roman Reigns, ce que je comprends évidemment. Il dit qu'il est le meilleur champion de la compagnie et que 2023 était une super bonne année pour lui. Et si les gens apprécient 2023, ils vont devoir attendre 2024 parce que ça va être encore meilleur. Et en commençant du coup par Raw Day One où il va devoir affronter Drew McIntyre et du coup mettre son titre en jeu encore une fois face à Drew McIntyre. Donc là, on a Drew McIntyre qui va faire son entrée et qui a fait encore une fois une promo hyper impactante. Mais celle-là, c'est une de mes promos préférées de Drew McIntyre, je dirais, où il va juste dire la vérité, la réalité. Il me dit qu'il vit loin de sa famille et que dans sa carrière, il a dû faire pas mal de sacrifices. Le plus gros sacrifice, c'est de s'éloigner de sa famille, puisque lui, il vit aux États-Unis. Sa famille, j'imagine, vit en Europe, enfin du côté de l'Angleterre, etc. Et ça n'a jamais vraiment impacté jusqu'au moment où il se rend compte que tout simplement sa famille, elle a vieilli, il est loin de sa famille, il peut pas participer au mariage, il peut pas participer aux anniversaires, etc. Et il les voit très très rarement, et encore moins rarement que ceux qui voient leurs parents rarement. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est difficile pour Drew McIntyre, et nous en tant que fans, on se rend pas compte directement, jusqu'au moment où ils le disent tout simplement, parce que pour nous c'est juste des personnes qui font leur vie, ils font leur métier tout simplement, mais ils sont tous les jours sur la route, ils voient peu leur famille, et là, pour le coup, Drew McIntyre, il s'est rendu compte de ça et ça l'a vraiment touché. Il s'est même posé la question si ça valait encore le coup de faire tout ça, vu comment il a vu sa famille s'éloigner de lui, vu comment il a vu tout ça. Il s'est posé la question, est-ce que ça vaut encore le coup que je fasse encore des efforts pour ce que j'aime faire, pour ma passion, etc. Mais finalement, il s'est rendu compte que oui, ça valait encore le coup et il avait pas non seulement envie d'avoir le titre de Seth Rollins, mais il avait besoin de l'avoir ce titre-là. C'est pour ça qu'il est prêt à faire du mal pour avoir ce titre-là et que son comportement, il a pu changer. Il dit que c'est le contraire pour Seth Rollins. Lui, Seth Rollins, il vit avec sa famille. Sa femme, il a la chance que sa femme fasse la même profession que lui, donc il voyage avec elle. Il voyage même avec ses enfants, etc. Et puis, il est jamais très loin. Il est dans le même pays que sa maman, etc. Donc, il est toujours près de sa famille. Et c'est très différent de Drew McIntyre. Lui, il n'a pas la chance de vivre comme ça avec sa famille. Il n'a pas la chance de voyager avec sa femme chaque semaine, semaine après semaine, avec son enfant, etc. Donc, c'est très difficile pour Drew McIntyre. Et comme je l'ai dit, bah, c'est pour ça qu'il veut absolument ce titre-là. Il en a besoin. Seth Rollins, lui, il est touché parce que Drew McIntyre dit. Il dit que ça a l'air sincère, il a envie de le croire. Il a envie de croire que ce que dit Drew McIntyre, c'est la vérité. Mais son comportement, il est trop bizarre. Chaque semaine, il nous dit qu'il fait ça pour un but précis. Mais il dit qu'il n'a pas peur de faire du mal, il n'a pas peur de tricher pour gagner des matchs, etc. Son comportement ne va pas avec ses mots. Et c'est pour ça que Seth Rollins, il n'a pas envie de croire Drew McIntyre, il n'a pas envie de le croire. Il dit que Drew McIntyre, la seule personne qui empêche Drew McIntyre d'être champion, c'est Drew McIntyre lui-même. Et que la semaine dernière, il avait regardé quelqu'un dans les yeux en lui disant qu'il le détestait et il le pensait. Mais ce soir, il déteste pas Drew McIntyre. Il a juste de la pitié pour lui. Donc à ce moment-là, il souhaite joyeux Noël à Drew McIntyre. Il dit on se revoit à Raw Day One. Il quitte le ring, mais Drew McIntyre, il veut l'arrêter. À ce moment-là, ça va partir en bagarre. Seth Rollins va faire un skydive à travers le ring. Enfin, en dehors du ring. Et là, à ce moment-là, Drew McIntyre va faire un slam à travers
à travers la marche, enfin les escaliers. Et ça se termine comme ça. J'ai hâte de voir ce match-là Day One. J'espère que ce sera le main event. Et ça doit être le main event. Ça va être juste excellent. Je sais pas trop si Drew McIntyre va devenir champion ou si Seth Rollins va conserver. Je pense que le choix logique serait d'avoir Seth Rollins qui conserve. Mais en tout cas, je demande juste à avoir un match qui raconte une très belle histoire, avoir du bon in-ring, un match assez différent de celui de Crown Jewel, même s'il était très satisfaisant et qu'il était très bien. J'aimerais bien juste terminer ce Raw-là, le Raw Day One, avec quelque chose de grandiose tout simplement, parce que ça risque de l'être. Et pour l'instant, ce Drew McIntyre de cette fin d'année, il est juste excellent et j'ai hâte de voir la suite pour lui, en espérant qu'il prolonge son contrat avec la WWE. On sait qu'il est encore une fois dans une situation assez compliquée et qu'il pourrait ne pas re-signer, mais j'espère pour lui qu'il va continuer avec la WWE et continuer encore à grandir et d'asseoir son statut qui commence à être un statut de légende à la WWE pour Drew McIntyre, qui fait vraiment un taf monstrueux ces dernières années. En tout cas, voilà, c'est comme ça que se termine le segment. Ensuite, on a enchaîné avec un dernier match juste avant le main event, un match qui va peut-être nous donner 2-3 petites indications par rapport à une future feud, au prochain challenger de Gunther probablement. Jey Uso qui affronte Ludwig Kaiser. On sait, ça a toujours commencé comme ça à chaque fois que Gunther avait un challenger. On avait le challenger qui affrontait qui affrontait Johnny Vinci, ensuite il affrontait Ludwig Kaiser, et ensuite il affrontait Gunther. Donc là, peut-être que ce sera le cas pour Jey Uso. On avait Jey Uso qui disait plusieurs fois en interview qu'il aimerait aller chercher le titre de Gunther, et je pense que ça peut être une feud très très intéressante à la vue de WrestleMania, même si on sait que le programme principal pour Jey Uso, ce sera pas Gunther pour WrestleMania. Mais en tout cas, un Jey Uso hyper over face à un Gunther. Un petit peu match d'underdog contre la grosse bête qui est Gunther. Ça pourrait être très très intéressant. En tout cas, là, on a Jey Uso qui affronte Ludwig Kaiser. Le match était sympa, 10 minutes de match plus ou moins. Victoire de Jey Uso qui remporte le match avec un Uso Splash, même s'il fait un spear juste avant. Ludwig Kaiser reste protégé en ce match-là, mais ça reste quand même une victoire pour Jey Uso qui perdait souvent ses matchs dernièrement. Jey Uso, il avait perdu pas mal de matchs face à Drew McIntyre. Là, il passe à autre chose. J'ai bien l'impression que Jey Uso contre Drew McIntyre c'est terminé pour l'instant. Donc là, il part sur une nouvelle histoire et je pense que ça peut faire du bien à Jey Uso et créer un petit peu plus de momentum autour de lui, même si on a déjà à fond. Vraiment, il est très très over, Jey Uso, mais le rendre encore plus over à la vue de son match face à Jimmy Uso, j'imagine, du côté de WrestleMania. Et enfin, du coup, on passe au main event, le Judgment Day, donc Finn Balor et Damian Priest qui défendent leur titre par équipe face aux Creed Brothers qui avaient remporté leur opportunité dans un gauntlet match ou un tag team tournament match, je sais pas comment on appelle ça. C'était intéressant ce match-là, il était très très bien, vraiment très très bon match, c'était vraiment un match excellent. Je vais vite faire regarder combien de temps le match a duré, 16 minutes, donc en vrai ça va. C'était vraiment un bon match, il y a eu des choses intéressantes parce qu'on avait Rhea Ripley qui était dans les parages, on avait Ivy Nile qui était en ringside par rapport aux Creed Brothers. Ça a continué de construire cette petite rivalité qui est entre les deux. D'ailleurs, le match officiel, on aura bien Rhea Ripley qui va défendre son titre face à Ivy Nile dans le premier épisode de Raw de l'année, donc ça peut être très très intéressant à voir vraiment ce que donne Ivy Nile dans le ring. Je la connais de nom et je la connais parce qu'elle est alliée aux Creed Brothers, mais je connais vraiment pas du tout sa capacité in ring, donc hâte de voir ça et hâte de découvrir ce qu'elle va pouvoir donner face à quelqu'un qui s'en sort très très bien dans le ring comme Rhea Ripley. Mais en tout cas, le match était très très bien. À la fin du match, on a encore une fois une masterclass des Creed Brothers avec la fameuse Brutus Ball de Brutus, du coup, je crois que c'est le finisher des Creed Brothers, tout simplement. Vraiment très très bon finisher, j'aime beaucoup. Qui arrive à le faire sur Damian Priest, si je dis pas de bêtises. Mais à ce moment-là, lorsqu'ils font le tomber, on a Finn Balor qui arrive, qui fait un coup de grâce à la personne qui fait le tomber. Et ensuite, ils enchaînent directement avec le chokeslam de Damian Priest sur Julius Creed. Victoire des Judgment Day qui conservent leur titre. Donc finalement, ils remportent le match plutôt clean, je dirais. J'ai pas réellement vu de grosses triches, du moins, dans ce match-là. C'est peut-être pas à la fin pour les Creed Brothers autour des titres par équipe. Je pense qu'on pourra avoir un rematch prochainement ou quoi que ce soit. En tout cas, hâte de voir la suite pour cette équipe-là. Et c'était vraiment un super bon match pour terminer ce Raw. D'ailleurs, juste avant ça, on a les Creed Brothers qui se font remercier par Cody Rhodes de l'avoir sauvé la semaine dernière. Donc encore une fois, on rend le truc cohérent. Et on avait une belle réaction des Creed Brothers qui disait oh, il y a Cody Rhodes qui nous a parlé, c'est pour ça que c'est le GOAT, etc. Enfin bref, super bon show. Pas mal de gros matchs, on a eu pas mal de bons matchs dans ce show-là. C'était vraiment un show pour respirer, on va dire, un show de Noël. On avait toutes les grosses stars qui étaient un petit peu plus ou moins en vacances, on va dire, même si on avait quand même Seth Rollins, McIntyre, etc. Vraiment super bon Raw. La semaine prochaine, je pense pas qu'on aura de Raw, je crois qu'on aura une édition best-of, donc on n'aura pas de show la semaine prochaine. Ah bah oui, bah du coup, je réalise seulement maintenant que c'est le dernier show, c'est la dernière review de Raw de l'année. Le temps est passé trop vite, 2023, je me rappelle encore de ma première review de l'année 2023. Le temps passe trop vite. Du coup, prochaine review de Raw, ce sera en 2024. D'entre temps, je vais quand même faire 2-3 petites vidéos pour résumer un petit peu l'année 2023.
Entre temps, logiquement, il y aura 2 épisodes de SmackDown, si je dis pas de bêtises, avant la fin de 2023. Donc on devra avoir 2 reviews de SmackDown sur ma chaîne YouTube. Mais du coup, voilà, donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant qu'à catch les sports. Bisous, bisous.